Emmanuel Delannoy, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes le directeur de l'Institut Inspire, qui est l'un des trois porteurs de cet événement, les Assises du Vivant. Je vous pose une question toute simple, c'est quels sont les leviers d'une économie qui prenne soin du capital naturel? Alors déjà, cette notion de capital naturel, elle est extrêmement récente, elle n'est pas encore très largement acceptée. On a plaidé pour, en assumant un risque, puisque associer la notion de capital et la notion de nature et de biodiversité, c'est pas forcément acceptable socialement. On peut effectivement entreprendre pas mal de dérives derrière, mais c'est un risque qu'on assume parce qu'on considère que la première source de richesse, si on veut aller au-delà de la mobilisation du capital financier qu'il faut pour investir, financer des projets, etc., du capital humain et des connaissances, c'est bien le capital naturel, c'est-à-dire que c'est bien la somme des ressources naturelles, c'est bien l'activité des écosystèmes, c'est bien la disponibilité d'un ensemble de ressources, de flux, de processus qui font qu'on peut travailler avec cette matière première-là et produire nous-mêmes des richesses. Donc c'est vraiment la base de l'économie. Et ce qu'on essaye d'expliquer aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, la question de la biodiversité ne peut plus être traitée comme une externalité, mais ça fait partie de la stratégie même de l'entreprise, ça fait partie de l'essence même de l'entreprise que de transformer les ressources naturelles. Et donc cet ancrage dans le capital naturel, il est là de facto, et il valait mieux appeler un chat et le nommer, et expliquer aux entreprises qu'elles dépendent de ce capital naturel et qu'elles dépendent de sa conservation, voire même aujourd'hui du réinvestissement dans le capital naturel. Et je pense que c'est ça le véritable enjeu et la clé. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux enjeux de l'humanité à l'horizon 2050, puisque c'est un horizon qui est souvent cité, mais on pourrait le raccourcir à 2030 d'ailleurs, c'est vraiment de montrer que ce qui reste aujourd'hui de nature et de biodiversité ne suffira plus à supporter le développement humain si nous ne sommes pas capables de comprendre cette interdépendance et d'entrer dans des stratégies de réinvestissement dans le capital naturel. Alors aujourd'hui, c'est embryonnaire, mais vous trouverez des entreprises qui investissent dans ce capital naturel, notamment parce qu'elles ont identifié leur dépendance, elles savent de quelles ressources naturelles elles dépendent, elles ont fait l'effort de remonter jusqu'à la source, jusqu'au champ, jusqu'à la forêt, jusqu'à l'espace naturel, pour comprendre d'où viennent les ressources qu'elles transforment, même s'il s'agit par exemple d'énergie, et elles sont capables de pérenniser ces filières, ces ressources. Donc on rentre vraiment dans une logique, une approche de filière durable. C'est un premier pas. Et le deuxième pas, bien sûr, c'est de se dire, puisqu'on a identifié ces dépendances, ces sources et ces origines, on va travailler avec des acteurs locaux dans des logiques de réinvestissement dans le capital naturel. Et là, aujourd'hui, typiquement, des acteurs qui sont un peu pionniers dans ce domaine-là, ça va être ceux qui vont transformer des ressources agro-sourcées ou des ressources qui viennent d'ailleurs de cueillette, de prélèvement. Par exemple, je pense à l'industrie de la cosmétique, où on a parfois des principes actifs qui sont inclus en très petite quantité, en quantité infime dans les produits finis, mais qui sont stratégiques. C'est-à-dire que si on a plus ce produit, on change de métier. Et donc c'est vraiment être capable de pérenniser cette ressource, et donc de travailler avec des populations locales, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Mali, que ce soit au Pérou, dans tous les endroits où on va prélever ces ressources. Et on est dans une logique aujourd'hui, il faut rentrer, et beaucoup d'entreprises commencent à le faire, une logique vraiment de partenariat durable et non plus une logique d'exploitation minière du vivant comme on le fait encore souvent. Alors justement, ça m'amène à la question, quelles sont les expériences phares aujourd'hui à l'étranger ou en France? Vous parliez de Madagascar. Comment réagissent les populations locales face à ce type de nouvelle économie? Alors ça, c'est un point qui est encore effectivement très sensible. Très souvent, le premier réflexe, c'est un réflexe de méfiance. Il faut le comprendre, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ces populations locales ont vu les richesses partir, et finalement partir à l'état brut et être transformées dans nos pays. Et là où on va créer des quantités, de la valeur ajoutée dans des proportions assez importantes, parfois considérables, les populations locales vont toucher quelques centimes d'euros par kilo traité, par kilo récolté. Et on a des gens qui continuent à vivre tout en ayant une activité professionnelle, qui vivent sous le seuil de pauvreté, et qui est particulièrement pas, par exemple, dans le cas de Madagascar. Donc le premier réflexe, c'est celui-là. La deuxième approche, c'est à partir du moment où l'entreprise a montré qu'elle pouvait s'intégrer durablement dans un territoire, qu'elle pouvait notamment aider les populations locales à trouver d'autres débouchés à leurs produits. Donc éviter de créer une dépendance du fournisseur par rapport à un client qui serait super dominant, trouver d'autres débouchés, relocaliser de la création de valeur, par exemple en incluant localement des activités de transformation, de distillation, de séparation, etc. Là, on arrive effectivement à avoir des partenariats équitables et généralement les premiers retours d'expérience sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'on a vraiment un partenariat gagnant-gagnant dans ce sens-là. Alors où est le frein aujourd'hui à un développement plus important de cette économie ?
Alors il y a plusieurs freins, hein. Il y a clairement des freins financiers pour certaines entreprises, c'est-à-dire que c'est une rupture dans les habitudes de travail. Il y a parfois aussi des freins d'ordre réglementaire. On a parfois du mal à identifier quel est l'interlocuteur, avec quel niveau de gouvernance locale ou nationale ou communautaire il va falloir négocier et élaborer ces partenariats. Donc ça c'est un frein qui est important. Je crois que c'est l'essentiel. L'autre frein, c'est qu'on est en train d'apprendre, donc on n'a pas beaucoup de retours d'expérience et les pratiques ne sont pas encore normalisées. C'est-à-dire que tout le monde essaye, teste des choses, mais on n'a pas encore une recette miracle qui fait qu'on est sûr que c'est ça qui va marcher. On apprend par petits bouts. Vous pensez que l'humain, avec un grand H, est prêt à cette mutation ? J'aime le croire. L'humain avec un grand H, l'humain quand on lui donne les moyens de savoir et de réfléchir, donc l'humain éclairé et pas l'humain consommateur passif, il a la capacité de réagir, de prendre en main son destin. Le problème c'est qu'il faut d'abord commencer par l'éducation, par la sensibilisation, et ça effectivement le rôle des associations globalement d'éducation à l'environnement et au développement durable, le rôle de la culture scientifique, le rôle de l'approche systémique de la complexité. On est tellement loin aujourd'hui dans un discours politique ou médiatique qui est souvent très simplificateur. Voilà, l'humain éclairé, c'est celui qui est capable d'appréhender le monde dans toutes ses dimensions, dans toutes ses complexités. Et je pense que lui, il est capable après de réagir et il est prêt pour cette mutation. Donc être vivant, c'est habiter le monde. Être vivant, c'est habiter le monde, et je dirais surtout, être vivant, c'est accepter la différence et l'altérité. C'est-à-dire que si on est vivant, c'est qu'on a une relation à l'autre. J'aime bien citer très souvent cette citation de François Cheng, qui est un philosophe français d'origine chinoise que j'aime beaucoup. 5 méditations sur la beauté et sur la mort. Oui. Et qui explique que ce qui se passe entre les êtres vivants est plus important que les êtres eux-mêmes. Et je trouve cette phrase extrêmement belle. Et le vivant, c'est ça, le vivant, c'est l'altérité, c'est l'autre, c'est la relation à l'autre.